Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, armez vos bataillons, marchons, marchons. Le matin du 14 juillet 1789, des émeutiers pillent l'arsenal militaire de l'hôtel des Invalides, où ils trouvent des armes et des canons. Ils arrivent ensuite aux portes de la prison royale de la Bastille. Un combat meurtrier se déroule alors contre les soldats qui gardent les lieux. Ces derniers finissent par se rendre. La Bastille est prise et son gouverneur est arrêté. Le lendemain, le roi qui cherche l'apaisement et qui veut que l'ordre revienne à Paris nomme Jean-Sylvain Bailly, qui est le président de l'Assemblée nationale, au poste de maire de la ville de Paris. Pendant ce temps, la renommée des vainqueurs de la Bastille gagne la France tout entière. Et une interprétation symbolique de l'événement est petit à petit élaborée. Un an plus tard, le 14 juillet sera décrété jour de fête nationale. À la suite de ces événements sanglants, a lieu la première vague d'émigration. Le petit frère de Louis XVI, ainsi que de nombreux nobles, décident de prendre la fuite vers des royaumes voisins tels que l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Autriche ou le Saint-Empire germanique, qui est un territoire qui correspond plus ou moins à l'Allemagne actuelle. Un peu partout dans les campagnes se répand ce qu'on appelle la grande peur. Les paysans ont peur des représailles de la noblesse et commencent à s'armer et finalement à attaquer plusieurs châteaux pour brûler les registres de droits seigneuriaux. Ces insurrections marquent l'effondrement de l'autorité royale qui est incapable de s'interposer et déclenche une vague d'émigration supplémentaire de la noblesse. Face à ces troubles, l'Assemblée nationale réagit en abolissant les privilèges. Les paysans ne doivent désormais plus payer d'impôts aux nobles seigneurs. C'est la fin du droit féodal. Le 26 août 1789, l'Assemblée constituante publie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci garantit les libertés individuelles, la sacralisation de la propriété privée ou encore l'accès de tous aux emplois publics. Dès le mois de septembre 1789, l'Assemblée vote les premiers articles de la Constitution limitant les pouvoirs du roi. Désormais, le roi et l'Assemblée ne siègent plus à Versailles, ils siègent à Paris. Le 11 août, la dîme, qui est l'impôt versé par le tiers-État à l'Église, est tout bonnement supprimée.
privant ainsi le clergé d'une grosse partie de ses revenus. Alors qu'à cette époque, le roi Louis XVI est toujours au pouvoir et que le système monarchique n'est pas contesté, il prend la fuite le 20 juin 1791. Il s'arrêtera à Varennes pour se restaurer et c'est là qu'il sera reconnu et arrêté. Le roi et sa famille seront reconduits à Paris. L'opinion populaire change à l'égard du roi. Cette fuite a rompu les liens symboliques entre Louis XVI et la nation. La Constitution de 1791 est achevée le 3 septembre. Le roi, dans un premier temps, la refuse, mais il finira par l'accepter. Le 13 septembre, la France entre dans une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie qui est régie par la Constitution, ce qui marque la fin de la monarchie absolue. Le 9 novembre, un décret est signé ordonnant aux émigrés de rentrer en France dans les plus brefs délais. S'ils ne rentrent pas dans les 2 mois, ils seront considérés comme traîtres et leurs biens seront confisqués. Bien sûr, le roi refuse ce décret. Il met son droit de veto sur celui-ci et sur bien d'autres. Et il donne l'image d'un protecteur des émigrés et d'un ennemi de la Révolution. On parle de plus en plus de guerre, de menaces de guerre et surtout du retour en force des émigrés à la tête de puissantes armées. Le 25 mars 1792, l'ambassadeur de France en Autriche remet un ultimatum exigeant la dispersion des émigrés présents sur le territoire autrichien. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire au roi d'Autriche. Louis XVI valide cette déclaration de guerre, lui qui est habitué de toujours refuser ce que propose l'Assemblée. Louis XVI pense que cette décision est à son avantage, que la guerre soit gagnée ou perdue. Si la guerre est gagnée, il sera celui qui a encouragé cette guerre, qui l'a validée, et il aura toujours cette image d'un souverain qui est ami du peuple. S'il perd, eh bien, il pourra récupérer entièrement son trône et revenir à une monarchie absolue. Durant cette période, un jeune officier nommé Rouget de Lisle chante devant le maire de Strasbourg un chant qu'il a composé pour l'armée du Rhin. Ce chant sera popularisé par les soldats volontaires venus de Marseille, qui reprendront le chant et l'aideront à s'imposer peu à peu comme hymne national. Ce chant s'appellera la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusqu'à dans vos bras, égorger aussi ces vos campagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
Et sur le front, l'armée française subit échec après échec. Les armées autrichiennes ont été renforcées de plus de 50 000 alliés prussiens. Les troupes françaises sont débordées. L'Assemblée nationale déclare que ces échecs sont redevables aux ennemis intérieurs qui nuisent à la révolution. La garde du roi est jugée contre-révolutionnaire et est donc licenciée, puis un décret prévoit la création de 200 000 gardes nationaux qui œuvreront à Paris. Mais le roi, encore une fois, s'y oppose. Louis XVI est maintenant accusé d'être un contre-révolutionnaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La suite au prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.